6 astuces médiévales de génie qui permettaient aux paysans de se nourrir toute l'année. À l'époque où il n'y avait ni supermarché, ni banques alimentaires, ni livraison d'urgence, l'hiver en Europe signifiait une chose, la faim. Pas la petite gêne passagère qu'on ressent aujourd'hui quand le frigo est vide, mais une vraie faim, tenace, celle qui coûte des vies, sépare des familles et laisse des villages entiers en ruine. Pourtant, d'une année sur l'autre, les paysans médiévaux survivaient. Ils enduraient la famine, la guerre, les épidémies et les hivers les plus rudes sans technologie, sans chaîne d'approvisionnement, ni plan de secours. Comment? Parce qu'ils maîtrisaient non seulement des techniques isolées, mais des systèmes entiers. Des astuces ingénieuses, pleines de ressources et incroyablement efficaces qui leur permettaient de se nourrir d'une récolte à l'autre, des astuces si futées que même les survivalistes modernes, avec tous leurs gadgets, pourraient en tirer quelques leçons. Voici 6 astuces médiévales de génie qui permettaient aux paysans de se nourrir toute l'année et qui pourraient bien vous sauver la mise aussi. Premièrement, le garde-manger vivant, des haies qui nourrissent et protègent. Imaginez-vous en train de marcher le long d'un village médiéval. Au lieu de barbelés ou de clôtures en bois, vous tombez sur des murs denses tressés d'aubépines, de prunelliers, d'églantiers et de noisetiers. Ce ne sont pas de simples barrières. Ce sont des garde-manger vivants, un système appelé le plessage des haies. Pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, une clôture n'est qu'une clôture, mais pour les paysans médiévaux, les haies étaient une ressource vitale et polyvalente. Chaque printemps et chaque automne, les villageois entretenaient ces murs verts, en taillant partiellement et en tressant les jeunes pousses pour qu'elles poussent à l'horizontale et s'épaississent en barricades impénétrables. Mais il ne s'agissait pas seulement de tenir les loups ou les voleurs à distance. Le choix des plantes était réfléchi. Le prunellier pour ses épines redoutables et ses prunelles comestibles, le noisetier pour ses noisettes, les ronces pour leurs baies et le sureau pour ses vertus médicinales. Cachés parmi les épines, les paysans trouvaient des pommes sauvages, des prunes et des herbes, une barrière comestible qui fournissait de la nourriture bien après la récolte. À la fin de l'été, enfants et anciens parcouraient les haies, ramassant des paniers de fruits et de noix. Dans les années de disette, ces clôtures vivantes nourrissaient des familles entières. En hiver, elles fournissaient des baies séchées et les dernières noisettes conservées. Même les tailles annuelles avaient de la valeur. Bois de chauffage, vannerie, fourrage pour les animaux et remèdes naturels. Les survivalistes modernes négligeant souvent la lisière de leur terrain, dépensant des milliers dans des clôtures qui pourrissent ou rouillent. Mais la haie médiévale était un système. Nourriture, médecine, combustible et défense, tout en un. Dans un monde soudain privé de plastique ou de métal, saurais-tu transformer tes limites en abondance? 2. L'étreinte froide de la terre, stockage souterrain et cave à légumes. Pas de réfrigérateur, pas de congélateur, pas d'électricité. Comment les gens du Moyen-Âge empêchaient-ils la nourriture de se gâter, surtout pendant les longs hivers humides? La réponse se trouvait sous leurs pieds. Partout en Europe, les paysans creusaient des caves à légumes et des fosses souterraines. Parfois, ce n'est rien de plus qu'un simple trou tapissé de paille. Parfois, ce sont des chambres élaborées, aux murs de pierre, creusées sous les chaumières et les granges. Le principe était simple mais puissant. La terre reste fraîche et humide toute l'année, créant des conditions idéales pour conserver les aliments. À l'automne, les familles stockaient navets, carottes, betteraves, panais, choux et pommes de terre, enfouis dans des couches de paille ou de sable pour réguler l'humidité et éviter la pourriture. Les pommes étaient soigneusement empilées, chaque fruit enveloppé dans une feuille sèche pour éviter la propagation de la moisissure. Les céréales, les haricots et les pois secs trouvaient leur place dans des jarres en argile scellée, à l'abri des rongeurs et de l'humidité. Mais il ne s'agissait pas seulement de creuser un trou. L'emplacement comptait. Pas trop près d'une rivière pour éviter les inondations, pas trop loin de la maison pour y accéder facilement pendant les tempêtes de neige.
La circulation de l'air était gérée grâce à des tuyaux de ventilation, de simples roseaux ou des branches creusées qui empêchaient la moisissure. Dans les régions les plus froides, une isolation supplémentaire était obtenue en entassant de la terre et du fumier sur le toit de la cave. Même pendant les mois les plus rudes, une cave bien garnie était une bouée de sauvetage, transformant la terre elle-même en un immense réfrigérateur naturel. Les adeptes modernes de l'autosuffisance redécouvrent cette sagesse oubliée. Mais pour les paysans médiévaux, c'était une seconde nature. Prévoir, creuser en profondeur et laisser la nature faire le travail. 3. L'art d'étirer, les soupes, les ragoûts et le bouillon perpétuel. Entrer dans la cuisine d'un paysan médiéval par une froide soirée. Au centre, un chaudron de fer cabossé pend au-dessus du feu, toujours en train de mijoter, rarement vide. C'était le ragoût perpétuel, une tradition culinaire qui transformait les restes en subsistance et changeait la pénurie en abondance. La méthode était d'une élégance simple. Chaque jour, on ajoutait au pot tout ce qui était disponible: os, légumes, céréales, herbes, voire des plantes sauvages. Le bouillon était rallongé avec de l'eau et les restes étaient simplement bouillis encore et encore. Dans certains foyers, le ragoût mijotait pendant des semaines entières, gagnant en complexité à chaque ajout. Pourquoi cela était-il si efficace? D'abord, l'ébullition préservait et extrayait chaque nutriment possible. Les os libéraient des minéraux et du collagène. Les racines dures devenaient tendres et digestes. Même les légumes flétris apportaient des vitamines essentielles. Ensuite, rien n'était gaspillé. Le pain rassis de la veille, on le jette dedans. Les derniers morceaux de viande séchée, pareil, ils y passent. Chaque repas devenait un plat vivant, en constante évolution, unique selon la saison, la région et la fortune de la famille. Les chroniqueurs médiévaux décrivaient des ragoûts parfumés à l'ail des ours, aux orties, aux oignons, à l'orge, aux haricots, et parfois un morceau de lard ou de saucisse tombé du ciel. Pour les enfants, la promesse d'un bon morceau au fond de la marmite transformait le dîner en une aventure quotidienne. Les survivalistes modernes vantent le repas tout en un pour son efficacité, mais le pot-au-feu perpétuel médiéval était bien plus. C'était un acte quotidien de résilience, de communauté et d'ingéniosité. En cas de crise, sauriez-vous transformer des restes en survie et l'ennui en réconfort? 4. La conservation sans électricité, fumage, séchage et fermentation. Il est difficile d'imaginer la vie sans frigo ni congélateur. Pour les paysans médiévaux, chaque récolte posait le même défi: comment faire durer la nourriture jusqu'au printemps. Leur solution, la maîtrise de techniques de conservation que les cuisines modernes ont presque oubliées. Le fumage. La plupart considèrent la viande ou le poisson fumé comme un luxe, mais au Moyen Âge, c'était une nécessité. Chaque village avait sa propre fumerie, parfois rien de plus qu'un appentis avec un feu couvant. Viande, saucisses et même fromage étaient suspendus aux poutres pendant des jours, s'imprégnant de la fumée de genévrier, de hêtre ou de chêne. Ce procédé ne se contentait pas de parfumer les aliments, il les imprégnait aussi de composés qui repoussaient bactéries et insectes. Les céréales et les haricots fumés, stockés dans des sacs suspendus près de la fumée, bénéficiaient des mêmes protections, éloignant les charançons. Le séchage. Les jours de beau temps, femmes et enfants étalaient de fines tranches de pommes, de prunes et de poires sur des claies au-dessus de l'âtre ou dehors, sur des draps propres. Les herbes et les champignons sauvages étaient suspendus pour sécher à l'air. Poissons et lanières de gibier étaient disposés dans la brise, à l'abri des charognards, jusqu'à devenir durs comme du bois. La fermentation. Bien avant que les probiotiques ne soient à la mode, les paysans médiévaux faisaient fermenter le chou pour en faire de la choucroute, les navets pour obtenir des pickles acidulés,
et le lait pour produire un fromage épais et aigre. Le secret, le sel et le temps. Dans des pots en grès, le sel extrayait l'eau, supprimant les bactéries nuisibles tout en laissant les beaux microbes transformer et conserver les aliments. Le vinaigre, autre incontournable du Moyen Âge, servait à confire les betteraves, les oignons et même les œufs. Les aliments conservés étaient synonymes de survie, pas seulement de calories, mais aussi de vitamines essentielles pour éviter le scorbut et la maladie. Les années d'abondance, les caves se remplissaient de bocaux, de sacs et de pots. Les années de disette, les réserves s'amenuisaient et chaque bouchée était rationnée. Aujourd'hui, les gastronomes artisanaux célèbrent ces traditions. Mais pour les paysans médiévaux, c'était une question de vie ou de mort. 5. Le garde-manger sauvage, l'art de la cueillette et de la rotation saisonnière. Chaque printemps, à la fonte des neiges et alors que les champs restaient nus, les paysans médiévaux s'aventuraient au-delà de leur jardin à la recherche de nourriture sauvage. La cueillette n'était pas un passe-temps, c'était une nécessité, une compétence aussi vitale que labourer ou tisser. Le paysage était leur garde-manger. 6. La cuisine communautaire, la force des fours et foyers partagés. Si vous imaginez chaque famille médiévale recroquevillée autour de son propre feu, détrompez-vous. Dans les villages et les villes, la cuisine communautaire était la règle, pas l'exception. Les fours partagés, les foyers communs et les repas collectifs définissaient la vie rurale, non seulement par souci d'efficacité, mais aussi pour survivre. Le système de survie médiéval, un plan perdu pour la résilience moderne. Avec le recul, il est facile de romantiser l'ingéniosité du passé, mais aucun de ces trucs n'était magique. Ils sont nés de la nécessité, de la difficulté et d'un interminable processus d'essai et d'erreur. Pourtant, ce qui distinguait les paysans médiévaux, ce n'était pas seulement ce qu'ils faisaient, mais leur façon de penser. Ils construisaient des systèmes, pas des gadgets. Chaque technique est cave à légumes, cueillette, pot-au-feu perpétuel, four commun, faisait partie d'une approche globale et intégrée de la survie. Nourriture, médecine, défense et communauté étaient tissés ensemble dans le tissu de la vie quotidienne. Rien n'était gaspillé, tout était partagé et chaque défi était relevé avec coopération autant qu'avec savoir-faire. Laquelle de ces astuces médiévales aimeriez-vous essayer en premier? Partagez vos réflexions et vos questions ci-dessous, car la plus grande leçon de tout est peut-être celle-ci. La survie ne consiste pas à s'en sortir seul. Il s'agit de faire revivre les systèmes qui, autrefois, nous rendaient résilients ensemble.